Bonsoir, vous êtes sur les 100.7 de Radio Association, en compagnie de Serge Carrévin pour l'émission Libre Expression. Émission dans laquelle je reçois les partis politiques, les associations et toutes les personnes qui veulent bien s'exprimer librement sur les 100.7 de Radio Asso. On continue les émissions dans le cadre de la députation. Ce soir, notre invité, c'est M. Pierre Mardegan et sa chargée de communication, Corinne Gombao-Virchenot. Excusez-moi d'accrocher un pronom. Chargée de communication. L'interview sera menée par Bertrand Serre, qui est enseignant universitaire à la faculté de droit de Toulouse et de Montauban. Messieurs, dames, c'est à vous. Monsieur Pierre Mardegan, bonjour. Bonjour. Vous exercez la profession de médecin au sein des centres hospitaliers de Moissac et de Montauban. Vous êtes par ailleurs responsable du service d'aide médicale urgente, le SAMU, en Tarn-et-Garonne. Élu sur le canton 3 de Montauban en qualité de conseiller départemental, vous êtes actuellement le deuxième vice-président du conseil départemental, ex-conseil général. Nous vous interviewons aujourd'hui, Monsieur Mardegan, dans le cadre des élections législatives de juin 2017, en votre qualité de candidat de La République En Marche au sein de la première circonscription de Tarn-et-Garonne. Ma première question en conséquence est la suivante. Quelles ont été les raisons ayant concouru à cette volonté d'embrasser la fonction de député de la République française ? Question très difficile qu'on se pose après une longue réflexion, parce que lorsqu'on est actif dans la société civile, on se dit parfois qu'il faut essayer de trouver un champ d'expression qui n'était pas celui que je pouvais retrouver dans les politiques actuelles. Et auprès de l'équipe d'En Marche d'Emmanuel Macron, il m'a semblé que je pouvais retrouver cette sensibilité-là. Et peut-être que les hommes ou les femmes politiques d'aujourd'hui ne correspondent plus à ce qu'attendent les citoyens. On a bien vu ce qui s'est passé avec l'élection présidentielle le 7 mai dernier. Et peut-être que c'était le moment que des gens de la société civile puissent se positionner pour essayer de faire part de leur expérience au quotidien. Du coup, vous dites société civile. Est-ce que votre parcours professionnel est un atout afin de comprendre les attentes des citoyens et de tenter d'y répondre en siégeant au Palais Bourbon ? Oui, je pense. Le métier de médecin, déjà, est porté vers l'écoute. 80% d'un diagnostic se fait en écoutant les patients. Je pense que c'est une qualité première qu'il faut avoir lorsqu'on se destine à la politique. On se dirige vers ça. Et ensuite, je crois qu'il faut aimer les gens. Quand on est médecin, et en politique aussi, il faut aimer les gens et essayer de faire passer l'intérêt général avant les intérêts personnels. Et en dehors de la médecine, quelles seront les thématiques sur lesquelles vous allez axer votre campagne politique afin de convaincre les Tarn-et-Garonnais de vous accorder leur scrutin ? Alors le diagnostic pour moi, je me suis penché quand même ces dernières semaines sur les difficultés que pouvaient rencontrer les Tarn-et-Garonnais, et sur l'approche de la première circonscription, c'est le reflet exact du Tarn-et-Garonne en fait, avec un versant urbain, avec Montauban, la deuxième grande ville ex-région Midi-Pyrénées, avec toute cette problématique de sécurité, taux de chômage, salaire moyen les plus bas de la région, et ensuite le versant rural, avec ce sentiment d'abandon en milieu rural, cette désespérance que l'on retrouve dans certains endroits, et se dire que de ce département, de cette circonscription, doit avancer sur ces deux jambes. Et pourtant, on sent qu'il y a un vrai potentiel économique, un vrai potentiel dynamique, un vrai potentiel d'intelligence dans tous les domaines. Et on se demande d'ailleurs pourquoi ce département n'a pas connu une meilleure expansion économique comme d'autres départements avec cette même force. Et justement, c'est une circonscription qu'on pourrait qualifier de la fois rurale et urbaine. Quel est le message du coup que vous voulez faire passer aux Tarn-et-Garonnais ? Qu'il faut avancer avec ces deux jambes, pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'avec la même force, il faudrait défendre les deux dossiers, enfin tous les dossiers qui sont associés à ces deux versants de cette circonscription et donc de ce département. Au-delà de ça, une de mes motivations aussi, c'est de réconcilier les gens. Ce département a trop longtemps souffert de tensions politiques, pour lesquelles je pense que ça n'a plus de raison d'être. Et c'est ce qui plaît dans la démarche ou dans le projet politique d'Emmanuel Macron. C'est on pense qu'il y a de meilleur à droite et ce qu'il y a de meilleur à gauche, et essayons de tous se mettre au travail ensemble dans l'intérêt général pour essayer de sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve. Et c'est la même approche que je voudrais avoir pour le département du Tarn-et-Garonne, et j'ai plaisir à répéter que le temps de la recomposition politique du Tarn-et-Garonne est arrivé.
Et l'un des objectifs notables de ces futures élections législatives se concentre autour de la capacité pour votre formation politique d'obtenir la majorité des sièges au sein de l'Assemblée nationale. À défaut de cela, le président de la République ne disposera pas des marges de manœuvre et qui pourraient d'ailleurs compromettre ses aspirations sur de nombreux sujets. Du coup, est-ce que le message que vous portez avec votre candidature, Pierre Mardegan, c'est « votez pour moi » afin de donner une majorité à Emmanuel Macron ? Oui. Et lui permettre donc de gouverner. Oui, et pour deux raisons. La première raison, effectivement, il faut essayer de tendre vers une majorité absolue et stable pour pouvoir mettre les réformes du pays qui sont dans le programme d'Emmanuel Macron qui l'ont conduit à l'élection de la présidence de la République. Et deuxièmement, dire aux Tarn-et-Garonnais de la première circonscription qu'il est important d'avoir un député issu de la majorité présidentielle. C'est quelque chose de très important lorsqu'on doit défendre des dossiers locaux, lorsqu'on doit intervenir auprès du gouvernement à Paris. C'est plus facile d'être de la majorité présidentielle pour porter ces projets. Quand on est député de l'opposition, on a moins d'impact, c'est évident. Et l'ensemble d'ailleurs des sondages place La République en marche en tête des intentions de vote pour ces élections législatives de juin 2017. Vous disposez en conséquence d'une dynamique de campagne relativement favorable à vos ambitions. Quels sont les atouts qui contribuent à ces prévisions optimistes concernant votre formation politique ? Les atouts donc d'En Marche. Comme vous le savez, je suis nouveau en politique. Et ça fait que 2 ans. Ça, le renouveau démocratique, c'est quelque chose d'important ? Oui, pour moi, c'est important. C'est important d'avoir justement que ce renouveau politique soit représenté par des personnalités issues de la société civile. Je crois qu'Emmanuel Macron a tenu les engagements qu'il avait pris lors de la constitution de son gouvernement avec la moitié de représentants de la société civile et la moitié d'élus. Après, on pourrait dire également, excusez-moi de vous couper, mais par rapport à vos concurrents, que, par exemple, Thierry Deville est également issu de la société civile, étant donné que c'est un avocat. Madame Rabault est également issue de la société civile, étant donné qu'elle a travaillé dans le milieu bancaire. Quelle est vraiment cette différence entre société civile et homme politique, en fait ? C'est ceux qui ont le pied dans le quotidien. Puis dans le quotidien, et c'est Madame Bravo aujourd'hui, elle le dit d'ailleurs, avec sincérité, elle est à 100% dans son rôle de députée. Je crois qu'au bout d'un moment, on est déconnecté un petit peu de la réalité du terrain, même si on se déplace le maximum. Thierry Deville, c'est pas facile pour moi de parler des adversaires, je connais pas leur vie de tous les jours, on me posait des questions, mais ça fait plus de 15 ans qu'il est dans la politique. Moi, ça fait 2 ans, je crois que lui connaît bien le système, et est-ce qu'il représente vraiment ce que recherchent aujourd'hui les Français Tarn-et-Garonnais avec ce renouvellement politique qui est exprimé avec force aux élections présidentielles au début du mois. Après, je reviens à votre question initiale sur l'impact des sondages. Je peux pas vous dire, franchement, je m'en méfie parce qu'on a vu par le passé que les sondages pouvaient être pas confirmés, voire même contournés. Oui, peut-être qu'aujourd'hui les sondages sont favorables aux candidats de la République en marche parce que ça apporte quelque chose de nouveau, mais il ne faut pas non plus négliger le fait que nous soyons partis très tard en campagne par rapport, moi je vois, à mes adversaires politiques ici en Tarn-et-Garonne. Ça fait des mois et des mois que l'expression est employée, laboure le terrain. J'ai été investi le 11 mai dernier, après la grande réunion à Paris au Quai Branly. Nous sommes en campagne depuis 15 jours. Ça, c'est un handicap pour vous ? Ah oui. En termes de notoriété politique, oui. Sincèrement, je pense que c'est un handicap. Donc, on redouble d'efforts sur le terrain, on voit 2 fois plus vite, mais on a des délais contraints, on n'a pas la même réactivité sur des supports de communication qu'ont eu mes adversaires politiques. Donc, on y met beaucoup d'énergie pour rattraper ce retard sur le terrain. Et justement, est-ce que vous serez un député à 100% ou est-ce que vous allez conserver une activité professionnelle à côté liée au milieu médical ? Alors, déjà, l'activité politique, il est évident que si je suis élu député, je laisserai tomber, je démissionnerai dans la minute. D'ailleurs, de toute façon, la loi est là pour le rappeler, maintenant anti-cumul mes fonctions de vice-président, que vous avez souligné tout à l'heure en me présentant, du conseil départemental. Après, ce qui est important, je crois, c'est de garder toujours un contact avec les pieds dans le quotidien. Moi, je l'ai eu cette expérience à l'époque quand j'avais été recruté comme chargé de mission auprès du ministre de la Santé. Et ce qui faisait ma force à l'époque, par rapport à l'ensemble des conseillers, c'était de garder ce contact avec la réalité du terrain sur le plan médical. C'est des choses, je crois, qu'il faut garder en tête quand même. Et si les Tarn-et-Garonnais répondent favorablement à vos aspirations d'accéder à la fonction de parlementaire et élisent, comme l'a dit, une majorité de parlementaires à l'Assemblée nationale, c'est pour être exact, c'est 289 députés issus du mouvement politique En Marche, vous serez amené à composer, comme vous l'avez dit d'ailleurs à juste titre, avec des individus ayant une expérience professionnelle ainsi qu'un parcours politique extrêmement varié, gauche, droite, etc. Gage de renouveau démocratique, cette reconfiguration de nature politique va-t-elle pour autant être à la hauteur
des attentes formulées par le chef de l'État. En effet, pensez-vous, Pierre Mardegan, qu'il est véritablement possible de faire travailler ensemble des personnalités issues de la société civile sur des projets ou des propositions de loi extrêmement divers, également des personnes qui sont orientées à gauche, à droite, etc. C'est vraiment possible ? Alors moi j'y crois, sincèrement j'y crois. J'ai une petite expérience toute modeste. J'ai la chance de présider le groupe majorité derrière le président Christian Struck au conseil départemental, qui est constitué, comme vous le savez, d'élus de gauche, centre-droit, républicains. 4 républicains font partie de ce groupe que j'anime depuis 1 an et demi aujourd'hui, et nous avons décidé tous ensemble de laisser nos différences politiques à la porte de nos réunions pour se consacrer uniquement au dossier portant sur l'intérêt général du Tarn-et-Garonne. Donc c'est possible. C'est possible. On a des discussions politiques, on a des échanges, on a des différences, mais à aucun moment ça n'intervient lorsqu'il faut élaborer, construire des projets dans l'intérêt des Tarn-et-Garonnais. Donc c'est possible. Il suffit qu'on laisse de côté ce qui se passe depuis des décennies. Aujourd'hui, on sort de 30 ans d'immobilisme politique, d'alternance droite-gauche, on voit ce que ça a pu donner. Pourquoi ne pas avoir confiance à l'avenir ? Je crois que Emmanuel Macron, pour l'instant, si vous permettez, a réussi un sans faute depuis qu'il a On va y revenir investi sur son parcours. Voilà, je crois qu'on peut lui faire confiance. Et les hommes et les femmes qui ont été choisis après des sélections quand même assez rigoureuses pour les investitures, parce qu'il y a de bonnes raisons de penser que ça peut bien se passer. Je vous pose cette question parce qu'en fait, avec toutes ces personnes qui n'ont pas les mêmes aspirations politiques, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir apparaître des frondeurs à l'Assemblée nationale, comme un petit peu ce qu'on a connu sous l'ancien quinquennat avec François Hollande, des frondeurs d'ailleurs qui étaient du même bord politique. Alors là, des personnes qui ne sont même pas du même bord politique, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un risque de blocage à des moments au sein de cette future législature ? Non, pour la raison que vous venez de donner, c'est-à-dire que nous sommes tellement issus d'horizons différents que ces statuts-là ou ces positions-là sont connues dès le départ. Ce qui s'est passé dans le quinquennat précédent, je ne suis pas un grand spécialiste de la politique, c'était le contraire. C'est-à-dire, a priori, on était derrière un programme qui était soutenu et porté par François Hollande et par tout le Parti socialiste, et qui rapidement se sont désolidarisés du pouvoir exécutif. C'est-à-dire, on a senti cette fracture entre une partie des parlementaires et l'exécutif, c'est-à-dire entre le président de la République et le Premier ministre. Également, vous parliez d'Emmanuel Macron, justement, on va y revenir, sur l'élection donc du chef de l'État. Vous aviez apporté publiquement votre soutien et même aviez parrainé cet ex-candidat à l'élection présidentielle. Ce dernier est désormais élu président de la République. Comment jugez-vous les premiers pas, même si vous avez un petit peu donné la réponse tout à l'heure, de ce dernier sur la scène diplomatique et également sur le plan intérieur ? Je pense qu'il a parfaitement tenu les engagements qu'il avait pris. Il avait annoncé un gouvernement resserré. C'est un gouvernement resserré avec des ministres issus pour la moitié de la société civile, l'autre moitié des politiques connus, de bords politiques différents, droite, gauche, centre. Jusque-là, il a tenu ses engagements. La parité a été respectée aussi. Quant à ses sorties internationales, écoutez, moi j'ai le sentiment que c'est plutôt réussi. Sans être spécialiste de la politique internationale, je crois que la rencontre Angela Merkel-Emmanuel Macron est différente. On sent qu'il pourra être très très vite un des patrons de l'Europe, ce qui pourra servir au développement de la France. Ces sorties internationales avec Donald Trump et Vladimir Poutine aussi ont montré que c'était des événements qui avaient été préparés, anticipés. C'est ça qui séduit chez l'homme, si vous voulez. On sent que tout ce qu'il fait est vraiment étudié de façon minutieuse, préparé pour se donner les meilleures chances de réussite, avec le dynamisme et l'enthousiasme qu'il transmet à tous ses candidats aux législatives. Justement, je reviens par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à Donald Trump notamment. C'est vrai que beaucoup louent, comme vous l'avez fait, les qualités d'Emmanuel Macron et une entrée sur la scène internationale jugée relativement réussie. Pour autant, malgré une poignée de main relativement ferme, on va dire, entre le chef de l'État français et le président des États-Unis d'Amérique, on a du mal à voir en quoi le style Macron a fait bouger les lignes, parce que j'en veux pour preuve le retrait des États-Unis de la conférence de Paris sur le climat, issue des négociations entreprises durant la COP21. Quel est votre avis à la matière ? Est-ce qu'il a vraiment fait bouger les lignes, justement, là, Emmanuel Macron ? Il ne pourra pas tout faire. Je me doute. En quelques jours, puisqu'on est à quelques jours de son investiture, mais il montre déjà quand même qu'il a les capacités de pouvoir peser sur l'échiquier international. Et déjà, on le voit à la rencontre avec l'ancien maire de New York, avec les positions que peuvent prendre les responsables des grandes villes américaines, qui aura quand même une après COP 21, mais façon Macron. Je
crois qu'il est en train de le démontrer. Il a d'ailleurs fait une conférence de presse le lendemain ou surlendemain, où je ne vais pas vous le retraduire en anglais, mais il a dit « Redonnons notre splendeur à la planète ». Et je crois qu'il a été entendu. Et vous regrettez justement la décision de Donald Trump ? Ah oui, je pense que oui. Enfin, difficile de critiquer un chef d'État, mais je pense que c'est dommage. C'est dommage que cette décision ait été prise, oui. Également, le Front National a réalisé des scores relativement importants au sein de notre département, donc le Tarn-et-Garonne. Emmanuel Macron a dû affronter la candidate frontiste Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle. L'objectif du mouvement politique En Marche, c'est de battre le FN et de faire diminuer son score, principalement. Le cap qui est donné, c'est surtout redonner un nouveau souffle à la France, avec une nouvelle politique, avec de nouveaux politiques, et redonner de l'espoir. Il l'a répété, le président de la République l'a répété plusieurs fois, c'est redonner de l'énergie, de l'enthousiasme, libérer justement ces énergies sans laisser personne de côté. Personne sur le bord de la route, y compris les électeurs du Front National. Il faut leur parler du coup aux électeurs du Front National. Oui. Moi je leur parle, je les appelle même à voter pour moi, parce que je crois que le Front National ne peut pas avoir le monopole de la sécurité, le monopole de la sécurisation. Nous parlons aussi à ces électeurs-là, comme je parle aux électeurs de gauche, aux électeurs des Républicains. Si aujourd'hui ils se sentent portés par le programme présidentiel Emmanuel Macron, ils seront les bienvenus. C'est pour ça que je vous parle en début d'interview de recomposition politique. Elle est là aujourd'hui, il faut la prendre en compte. Et justement, pendant cette élection présidentielle, est-ce que vous avez été déçu par l'attitude de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle ? Choqué. Déçu, choqué, et d'autres aussi, dans le département, n'ont pas appelé, n'ont pas assumé leurs responsabilités, notamment le candidat LR de la première circonscription n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron entre les deux tours. Donc Thierry Deville. Je trouvais ça inacceptable. Inacceptable. C'était une faute majeure pour vous ? Je vous dis, c'est inacceptable pour moi. Pour moi, démocrate, républicain, c'est inacceptable. Très bien. Également, est-ce que il n'y a pas peut-être une Macron-mania qui risque de s'estomper au fil du temps, un petit peu à l'image de l'espoir qu'avait suscité l'élection de Nicolas Sarkozy, puis celle de François Hollande, suivie de certaines désillusions ? Est-ce qu'il n'y a pas une trêve en ce moment qui va peut-être s'estomper après la loi travail ou d'autres lois qui vont peut-être décevoir certaines personnes ou obtenir l'approbation de d'autres. Cette crainte est compréhensible. Vous avez cité le mandat de Nicolas Sarkozy. On l'a partagé. On l'a partagé au-delà de grands effets d'annonce, de grandes méthodes de communication. Il y a eu peu d'effets derrière. Quand on se rappelle les annonces qu'il faisait en tant que ministre de l'Intérieur, en termes de sécurité et d'immigration, il n'y a pas eu trop d'effets sur le terrain, si ce n'est la suppression d'un certain nombre de policiers qui nous manquent aujourd'hui. François Hollande, en gros, je prends des engagements, je ne les tiens pas. Premier cas. Deuxième cas, c'est la candidature et l'élection de François Hollande, c'est un petit peu la même chose. Certains candidats centristes qui le soutenaient ont été déçus aussi des engagements qui avaient été pris par François Hollande et qui n'ont pas été tenus. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, tous ceux qui avons suivi Emmanuel Macron, vous avez parlé de mon parrainage tout à l'heure, c'est une des raisons majeures qui m'ont convaincu de lui proposer mon parrainage, parce qu'on sent qu'au-delà de ses convictions, il y a une volonté d'enthousiasme pour amener les choses au bout. Et sous la présidence d'Emmanuel Macron, un gouvernement a été formé, bien entendu, vous l'avez rappelé, qui a été formé d'ailleurs le 15 mai dernier. Les nominations des membres de ce gouvernement ont été proposées par le Premier ministre de la République française, M. Édouard Philippe. La composition de ce gouvernement, et ça aussi, vous l'avez dit, se voulait être à la hauteur des attentes du chef de l'État, qui souhaitait la présence de ministres issus de 50% pour la société civile, et pour l'autre moitié de personnalités politiques provenant des rangs de la gauche, du centre, de la droite. Cette composition du gouvernement, elle vous semble judicieuse et appréciable, Pierre Mardegan ? Elle me semble équilibrée. Vraiment équilibrée, correspond à ce qu'il avait proposé pendant sa campagne. Et certains peut-être critiquent justement le fait que des personnalités de droite ou de gauche sont venues composer ce gouvernement et ils sont taxés, pour certains, de traîtres. Que répondez-vous aux personnes qui disent ça ? Parfois, ceux qui accusent les autres trahisons confondent deux choses importantes dans la vie, c'est dire non. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, les limites sont dépassées. On m'a reproché la même chose. Et je m'en suis toujours clairement expliqué. C'est pas parce que je dis non, parce que je ne partage pas les décisions ou les idées politiques à un moment donné de quelqu'un avec qui je les ai partagées, que je trahis. Je m'oppose. C'est la règle de base de la démocratie.
Ces ministres qui ont été choisis par le président Macron ont fait le même choix, c'est-à-dire ils sont rentrés dans un projet politique porté par le président qui correspondait à ce qu'ils voulaient faire. Et c'était pas une trahison, donc. Non, c'est pas une trahison, c'est-à-dire que eux sont omnubilés là et fixés sur l'intérêt général. Ils laissent de côté les partis. Ce qui traduit, si vous permettez, juste pour finir, oui, bien sûr, l'épuisement de ces partis politiques traditionnels ou anciens partis politiques. Les anciens partis politiques ont le droit de mourir dans la dignité, on va les y aider. D'accord. Et également, ce gouvernement, il a une feuille de route bien précise qui se concentre autour de plusieurs projets de loi. Il y a tout d'abord ce que l'on pourrait qualifier de moralisation de la vie publique. Également, il y a la réforme du Code du travail. Ce sont des réformes que vous jugez véritablement indispensables pour nos concitoyens ainsi que pour l'avenir de notre État ? Ah oui, oui. Clairement, les Français d'ailleurs l'ont exprimé par le vote pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle. Oui, clairement. Ça correspond à une attente, oui. La loi sur la moralisation de la fonction politique est indispensable. C'était soulevé d'ailleurs par beaucoup de candidats pendant la campagne électorale. La suite Affaire Fillon, voilà, et également Affaire Ferrand, qui concerne directement également votre parti politique. Quel est votre avis par rapport justement à cette affaire qui concerne le ministre, même s'il est bien entendu présumé innocent? Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas d'affaire Ferrand. C'est-à-dire que Richard Ferrand, à propos de ce qu'il est reproché, une enquête préliminaire a été ouverte. Ce n'est pas une mise en examen. Je pense que le gouvernement s'était entendu là-dessus et le chef du gouvernement a toujours dit qu'un ministre mis en examen serait démissionné dans la seconde. Donc il faut attendre la mise en examen de ce dernier, si jamais elle a lieu, et c'est uniquement à ce moment-là que vous dites qu'il doit démissionner. C'est d'ailleurs ce qu'avait fixé Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a été repris par Édouard Philippe aussi. Mais pour autant, c'est vrai que quand on regarde les sondages ou autres, ou les enquêtes d'opinion en la matière, 70% des Français souhaitent le départ de ce ministre. Donc c'est pour ça que j'ai insisté par rapport à ce point-là. Il ne faut pas prendre en compte ce genre de sondage, ou pour vous, ils ont quand même une importance? Je crois que c'est à l'exécutif de prendre cette décision et d'analyser les sondages d'opinion qui sont faits à ce sujet. Mais je pense que pour l'instant, la trace qui avait été proposée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un ministre n'est pas mis en examen, une enquête préliminaire, c'est pas cette situation-là, donc il n'est pas question de demander la démission de Richard Ferrand, qui est un homme remarquable que j'ai rencontré par ailleurs et qui était un des leaders de la campagne d'Emmanuel Macron. C'est bien noté. Alors, j'aimerais, pour terminer, si vous le voulez bien, Monsieur Mardegan, recueillir votre réaction au sujet d'un événement extrêmement grave. D'ailleurs, nous en avions parlé un petit peu avec Valérie Rabault, nous l'avions interrogé également sur ce point, qui a eu lieu avant-hier. Soit le samedi 2 juin 2017, à Londres. 3 individus ont foncé avec une camionnette dans la foule, sont ensuite descendus du véhicule et ont asséné des coups de couteau à des passants. Il y a 7 personnes qui sont décédées, dont un de nos compatriotes. Une 50aine de blessés. Il s'agit une nouvelle fois d'une attaque à connotation terroriste. Avez-vous un message de compassion et de solidarité à adresser à l'endroit des victimes de ces actes? Et est-ce que la lutte contre le terrorisme devra être au cœur des priorités des parlementaires français? Oui. Cette brutalité qui surgit à chaque fois qu'un attentat terroriste est commis n'importe où dans le monde, avec l'agressivité, cette violence-là qui nous saute aux yeux, c'est quelque chose, même avec mon expérience de médecin, de médecine d'urgence, et Dieu sait si malheureusement nous sommes souvent confrontés à ces situations-là d'ordre physique, puisque nous avons des blessés à prendre en charge. Et on l'a vécu avec l'infirmière, hein, vous savez, je l'ai vécu en tant que médecin des urgences, c'est cet attentat qui était passé dans Montauban. Donc on était confrontés à cette brutalité, bien qu'on n'ait jamais été formé pour ça. Mais oui, un message de compassion, et puis après il y a tous ces blessés psychologiques qui vont rester avec des séquelles. À la suite de cet attentat-là, bien sûr qu'il y a une compassion et nous pensons beaucoup à toutes ces familles parce que je sais ce qu'ils ressentent parce que je le pratique au quotidien dans d'autres circonstances que des attentats, mais face à la brutalité de la mort ou de la maladie, donc bien sûr toute la compassion et ensuite leur dire que oui, la lutte contre le terrorisme sera une action majeure et ça ne nous quitte pas, ça reste chevillé au corps. Justement, c'est un contraste assez saisissant que vous avez soulevé. Vous, les services d'urgence, vous tentez de sauver des vies, alors que ces terroristes, ils font fi de ces considérations et n'ont que pour seul objectif de mettre fin à un maximum de vies et de maximum de personnes. Oui, vous savez, les attentats de Paris, du Bataclan en 2015 aussi sont là pour nous rappeler que la population, notre jeunesse était visée, mais les services de secours étaient visés aussi. Dans l'attentat terroriste, vous savez, c'est un peu ce qui s'était passé à Madrid en 2002, 2004. C'était premier cercle d'attentat, un deuxième cercle d'attentat avec des bombes qui explosent dans un deuxième temps pour mettre au sol les services de secours et déstabiliser le système de soins. Aujourd'hui, nous, dans la santé, nous nous préparons à ça, c'est-à-dire que la médecine d'urgence, vous en avez parlé, et je vous remercie, c'est une réponse au terrorisme.
Ce qui s'est passé au Bataclan, la préparation et l'anticipation des équipes médico-chirurgicales a montré que malgré l'ampleur de ce massacre, à aucun moment notre système de santé hospitalier n'a été dépassé. Donc la médecine d'urgence, oui, c'est une des réponses au terrorisme. Et il faut qu'on continue à être organisé, à s'entraîner, à répéter, parce que et vous réalisez justement plus d'exercices oui. Depuis ces attentats. Oui, bien sûr. Tout à fait. Il y en a un qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps à Montauban, où le faisant en partenariat avec les sapeurs-pompiers et les services de police et de gendarmerie, bien sûr. On s'entraîne, on se prépare avec les établissements de santé de la ville, l'hôpital, la clinique du Pont-de-Chaume, qui bien sûr rentrent dans ces plans de secours au cas où il y aurait des attentats en nombre, pas victimes par des armes à feu, victimes des blessés par armes à feu. Et vous, en tant que parlementaire, que feriez-vous justement pour juguler ces actes inqualifiables mais de nature terroriste ? Renforcer le renseignement. Je crois que la première des mesures, c'est redonner des moyens au renseignement dans notre pays de travailler dans de bonnes conditions qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Pour m'être intéressé un peu, je crois qu'il faut renforcer le renseignement. Après, souvent, on dit... Excusez-moi, je vous laisse terminer. Non, vouloir renforcer de façon artificielle nos frontières ne marchera pas tant que les frontières ne seront pas, européennes. Il faudrait qu'il y ait des efforts au niveau de l'Europe qui soient réalisés. Mais c'est renforcer le renseignement essentiellement, oui, je crois. Parce que souvent, le renseignement, malheureusement, on voit souvent que ces personnes qui passent à l'acte sont fichées, donc... nous avons les informations les concernant, fichier S notamment. Est-ce qu'il n'y a pas également une réponse pénale qui est manquante ? Alors, sur les fichiers S, je sais qu'aujourd'hui les Républicains reprennent par cooptation les propositions du Front National en voulant expulser tous les fichiers S. C'est compliqué, les fichiers S, parce qu'il n'y a pas que des fichiers S étrangers. Il y a des fichiers S qui sont français, qui ne sont donc pas expulsables, parce que c'est expulser des gens qui ne sont pas français. Et puis il n'y a pas que des menaces terroristes qui sont fichées dans ces fichiers S. Il y a d'autres raisons dans les fichiers. C'est pas aussi simple d'un coup de baguette magique de dire j'expulse tous les fichiers S. C'est compliqué, c'est un dossier qu'il faudra approcher avec le plus grand pragmatisme et surtout avec des professionnels qui ont été renforcés. Et également par rapport à donc, la lutte contre le terrorisme, il y a l'état d'urgence, ce régime d'exception. Vous, en tant que parlementaire, vous seriez prêt à voter une prolongation de cet état ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, tant que d'autres éléments d'information ne sont pas revenus près du chef de l'État et de sa task force qu'il veut mettre en place, je crois que ça c'est aussi un élément important, il faudra le maintenir, oui. Et justement je pense qu'il faut faire confiance à l'exécutif. À partir du moment où nous n'avons pas, ni vous ni moi, toutes les informations de la réalité de la menace terroriste sur notre territoire et en dehors de notre territoire. Heureusement d'ailleurs, tout l'intérêt des travaux des renseignements. Il est difficile pour moi, qui ne suis pas parlementaire aujourd'hui, de donner un avis là-dessus, tant qu'on n'a pas le maximum d'informations. C'est pour ça que je vous réponds en toute confiance. Laissons faire l'exécutif, ils ont toutes les données pour analyser le risque, le niveau de risque. Vous venez de citer la task force. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus, expliquer à nos auditeurs en quoi ça va consister concrètement, cette promesse qu'a formulée Emmanuel Macron ? C'est s'entourer des plus grandes compétences dans ce domaine-là, toutes disciplines et spécialités confondues, à l'Élysée pour pouvoir le conseiller sur l'approche de l'antiterrorisme. Et vous avez parlé justement des services d'urgence qui sont en première ligne en quelque sorte pendant ces attentats, etc. J'aimerais revenir sur un autre élément sur le plan local. C'est l'hôpital de Montauban, qui est un élément qui vous tient à cœur, à ce que j'ai cru comprendre, et également qui fait de vous la cible de vos adversaires par rapport à cette volonté de rénover cet hôpital. Il serait présent à Bressolles, c'est ça maintenant, c'est votre volonté en tout cas. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Alors, ce n'est pas ma volonté, mais je vais vous préciser quelle était la méthode de travail pour arriver à cette proposition, qui n'est pas une conclusion, c'est une proposition. Mais en préliminaire, je voudrais dire que je n'en veux pas à mes adversaires politiques parce qu'ils ne connaissent pas le dossier. Donc, ils s'avancent sur un sujet un peu compliqué qui est technique. Et parfois, ils mélangent leurs fiches entre le médico-social et le sanitaire. Et il faut qu'ils travaillent de façon plus attentive sur le dossier. C'est une démarche qui a débuté il y a 2 ans, donc bien avant que se décide quoi que ce soit sur le plan politique en ce qui me concerne. C'était un diagnostic de besoins de santé de la population qui a été établi par des professionnels de santé, mais aussi par l'agence régionale de santé, ce sorte de préfet de santé, et avec les diagnostics qui ont été portés sur l'augmentation de la population, sur les activités, sur les pathologies chroniques, sur les pathologies aiguës qui doivent être prises en charge sur notre territoire.
La loi de santé qui a été votée par Valérie Rabault, elle la connaît certainement mieux que moi, puisqu'elle était au Parlement, a mis en place ce qu'on appelle des groupements hospitaliers de territoire. C'est-à-dire aujourd'hui, les groupements hospitaliers, ce groupement hospitalier de territoire regroupe les hôpitaux locaux de Caussade, de Valence, Nègrepelisse, Chy, Castel, Moissac et l'hôpital de Montauban. Donc c'est une grande famille d'hospitaliers, il n'y a absolument pas de concurrence entre les établissements, il faut bien l'avoir en tête. Ce qui est important, c'est d'orienter les patients au meilleur moment, au meilleur endroit. Tous les niveaux ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un enfant qui est malade à l'hôpital de Moissac, il ne peut pas être hospitalisé à Moissac parce que le service de pédiatrie est à l'hôpital de Montauban. Si vous avez une urgence neurovasculaire, parce que vous faites un accident vasculaire cérébral, ce patient doit être dirigé vers l'unité de neurovasculaire qui est située à l'hôpital de Montauban. Une urgence cardiaque sera orientée vers la clinique du Pont-de-Chaume parce qu'il y aura une artère du cœur qui sera bouchée. Peu importe l'emplacement, si vous voulez. Ce qui est important, c'est que les patients soient orientés là où il faut qu'on les oriente. Quand on me parle, j'ai entendu ça l'autre jour au débat France 3, il y a de quoi tomber de la chaise. Vous allez faire, monsieur Mardegan, comme si c'est moi qui ai fait cet hôpital, un hôpital à Bressol. Bressol, c'est sur la Circo 2. Alors, ils ont inventé un truc qui n'existait pas, c'est les frontières sanitaires. Si vous êtes à la Circo 2, vous pouvez pas aller vous faire soigner sur la Circo 1. C'est pour ça que je tenais à préciser, ce qui est important aujourd'hui, c'est pas l'emplacement de l'hôpital, je vais y revenir, c'est surtout qu'on oriente les patients en fonction de leur pathologie et là où on doit les envoyer. Et de la gravité. Un patient très très grave ne pourra pas être hospitalisé à l'hôpital de Moissac. Il faudrait qu'il aille dans un service de réanimation, soit à l'hôpital de Montauban, soit à la clinique du Pont-de-Chaume. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas que mes adversaires politiques se mélangent les pinceaux, mais pour ça, je suis prêt à leur expliquer comment ça fonctionne, je suis à leur disposition. Alors pourquoi Bressol ? Et pourquoi ce projet ? Ce projet, donc, il a été porté par les professionnels, il est en train de suivre un calendrier d'instance qui est conventionnel. Il a été présenté à la communauté médico-chirurgicale, il a été présenté aux soignants, aux représentants syndicaux, aux usagers. Et là, on est dans les tuyaux, si vous voulez, pour le déposer sur la table de l'Agence régionale de santé qui va analyser la faisabilité du projet avec le mode de financement qui va aller avec, avant de transférer ça au ministère de la Santé où il sera encore analysé sur le plan technique. Une conférence de consensus a été mise en place avec des professionnels de santé, des noms très connus dans la région au niveau national de la médecine, et qui ont dit que ce projet ne pourrait voir le jour que si l'hôpital de Montauban était délocalisé à cause de la pression foncière qui existe dans le centre-ville. Qu'aucun de mes adversaires n'ignore. Simplement, comme ce projet, aujourd'hui a priori, est porté par Pierre Mardegan, c'est forcément un mauvais projet. Mais mélange tout. Et là, on mélange encore l'intérêt personnel avec l'intérêt général. Qui peut s'opposer à une modernisation de l'offre de soins sur le territoire ? Ça ne tient pas la route. Alors, parce que moi, tous les jours, j'entends les patients qui me disent « Monsieur Mardegan, nous sommes dans des chambres d'hospitalisation doubles. Nous n'avons pas de cabinet de toilette. Des patients qui souffrent de cancer n'ont pas de climatisation. C'est un hôpital qui se tourne vers le 19e siècle, alors qu'on aurait se tourner vers le 21e siècle. Et faire des travaux de rénovation, de restructuration, in situ, avec l'environnement que vous connaissez autour de l'hôpital de Montauban, sans parler des problèmes majeurs de stationnement, à la limite on les met en deuxième intention, quoique. C'est plus possible de faire des travaux là. Ou alors ce serait des coûts, et puis il y avait des opérations de tiroirs avec des malades hospitalisés, en imaginant les transformations architecturales que ça pourrait entraîner, ça ne tient pas debout. Aujourd'hui, tous les hôpitaux neufs qui sont construits, regardez autour de vous, ils ne sont pas construits centre-ville. Dernière en date, l'hôpital Carcassonne, 190 millions d'euros, c'est le prix à peu près en fonction du volume capacitaire, n'a pas été construit au centre de la cité de Carcassonne, largement à l'extérieur. L'hôpital de Purpan, c'est pareil. Il est impossible aujourd'hui de construire des hôpitaux modernes en centre-ville. Et pour terminer, parce que excusez-moi d'être un peu long sur ce sujet, mais je voulais clarifier pour nos auditeurs qu'ils comprennent bien quel est l'enjeu derrière, c'est l'enjeu de la santé qui ne se laisse pas enfumer par des vendeurs, des marchands de sable. Cet hôpital a besoin de prendre ce virage de la modernisation parce qu'aujourd'hui les médecins et les chirurgiens qui sortent de la faculté de médecine ont été formés à l'évolution, à la modernisation des technologies innovantes dans le domaine thérapeutique ou diagnostic. Si on n'a pas le même outil à leur proposer, non seulement les bons docteurs partiront, et les autres ne viendront plus. C'est la mort de l'hôpital de Montauban. Ça fait 30 ans que ce projet aurait dû être porté. Ceux qui sont aujourd'hui élus depuis très longtemps n'ont qu'à se regarder à la glace et s'ils peuvent le faire. Qu'aujourd'hui nous avancions à grands pas parce que nous avons un calendrier qui nous est favorable. Nous sommes le seul projet aussi avancé à la grande région Occitanie. La fenêtre de tir ne sera pas longue, parce que d'ici 2 ans, d'autres vont se réveiller et pourront positionner un hôpital. Et dernier point, pourquoi c'est le bon moment ? Parce que chaque année, le ou la ministre de la Santé sanctuarise entre 800 millions d'euros et 1 milliard d'euros pour la rénovation ou la restructuration des hôpitaux. Un exemple, l'an dernier, un chèque de 450 millions d'euros a été fait par le président de la République pour l'hôpital CHU de Pointe-à-Pitre.
Oui. Donc il suffit d'être sur la ligne de départ, de solliciter un financement État-région, une enveloppe qui tournerait entre 200 à 250 millions d'euros en fonction du volume capacitaire, en sachant qu'on va solliciter un financement État-région de plus de 50%, comme l'hôpital de Carcassonne, et le reste en financement propre de l'hôpital. Voilà le montage financier. J'espère avoir été assez court et clair. Non, c'était très clair. Pour que tout le monde comprenne les enjeux qui se cachent derrière cette tension autour de l'hôpital Bressolles, pas Bressolles. Alors Bressolles, pourquoi ? Parce que Bressolles est en train de revoir son PLU, vous savez ce que c'est, et le préfet a attiré notre attention là-dessus. Il était important de pouvoir préempter des terrains rapidement pour préserver le positionnement stratégique de l'hôpital de Montauban dans l'avenir. Et là, le plan local d'urbanisme pour nos auditeurs. Excusez-moi, merci de le préciser. Et pour pouvoir le positionner le plus tôt possible, et on a préempté 35 hectares qui correspondraient justement à la mise en place de ce nouvel hôpital qui sera au carrefour des autoroutes. C'est important aussi pour les transferts de patients, avec un accès rapide à des axes routiers majeurs. Également, j'en profite, comme vous êtes un spécialiste des questions médicales et de santé, la lutte contre les déserts médicaux, ça sera au cœur de vos priorités également en tant que parlementaire ? Ça l'est déjà, monsieur. Ça l'est déjà. Quand j'ai été élu au conseil départemental, on ne peut pas être compétent en tout. Moi, j'étais surpris de certains élus qui sont compétents tout du jour au lendemain. Donc, je m'étais proposé auprès du président de me préoccuper de 3 problèmes majeurs. Un, c'était la remise à niveau des casernes des sapeurs-pompiers, qui n'était pas le cas. Donc, faisant ce tour avec eux, avec mes amis les sapeurs-pompiers. 2, c'était m'occuper de la... Et ça, c'est le président Instru qui vous a chargé justement de tout ce qui est lié aux sapeurs-pompiers. D'accord. Et de me préoccuper aussi des conditions d'hébergement des personnes âgées, mais des structures publiques. Le Chicastel, Moissac, ça y est, les travaux sont lancés avec un financement qui était triplé par rapport à la gouvernance du conseil départemental précédent. Et ça sera la même chose pour le projet de la maison de retraite publique de l'hôpital de Montauban. Ce fameux projet Arsenal pour lequel le conseil départemental ça va s'engager aussi avec un montant de subvention qui va être triplé. Et les déserts médicaux. Les déserts médicaux, c'était le 3e point. On a organisé pour la première fois dans le Tarn-et-Garonne les premières assises de la médecine générale en avril, il y a un peu plus d'1 an. On avait réuni les professeurs d'université de la médecine générale, l'agence régionale de santé, tous les élus, que ce soit des municipalités ou des élus du département, ainsi que la population, pour essayer de discuter et de mettre en place des pistes qui permettent d'améliorer l'attractivité de notre département. Les choses démarrent. Aujourd'hui, on a plein d'indicateurs qui nous montrent que le plus dur est derrière nous et que cette lutte des déserts médicaux va passer par un lien très étroit avec la faculté de médecine, avec le département de l'université de médecine générale, avec le professeur Stéphane Austric, qui est un ami, et qui va nous aider dans cette démarche. Donc aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais ça ne va pas tarder à arriver, mais c'est une préoccupation majeure que j'ai déjà en tant qu'élu départemental, en tant que médecin des urgences aussi, parce que je suis bien placé pour savoir où est-ce qu'on va être en difficulté, dans quel territoire on le sera, ainsi qu'une préoccupation si je suis élu député. Je rebondis par rapport à ce que vous dites, justement, la formation des futurs médecins. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire également au niveau du centre universitaire de Tarn-et-Garonne, notamment la première année de médecine, où on sait qu'il y a beaucoup de candidats, peu d'élus. Éviter de le faire, nous avons notre activité aussi. Il faut bien sûr faire des projets dans ce sens-là qui pourront coller aux projets pédagogiques, mais il faut développer et renforcer le secteur universitaire, ça c'est sûr. Alors est-ce qu'il faudra avoir une délocalisation de l'enseignement en médecine avec la proximité à la faculté de Toulouse? C'est à discuter, je crois que... Mais si derrière votre question, derrière il y a votre question, c'est le numerus clausus, c'est autre chose. Mais les amphis sont surchargés, mais il y a 2 unités de faculté maintenant, 3 entre Purpan et Hongrie. Et le numerus clausus, là justement vous me tendez la perche, il faudrait le supprimer? Alors ça aussi c'est un sujet compliqué et complexe. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, d'ouvrir et de libéraliser le numerus clausus, ça ne réglera pas tous les problèmes. De toute façon, les médecins n'arriveront pas à les 15 ans qui suivent. Vous savez que le temps de formation de médecins, le retard à l'allumage qui a été pris, c'est 30 ans d'immobilisme politique, droite et gauche confondus. Il y a eu un manque de courage politique à un moment donné. Et aujourd'hui, on va nous demander en quelques mois de régler les problèmes qui n'ont pas été faits avant, qui n'ont pas été réglés avant. 70% des médecins qui sortent aujourd'hui de la faculté de médecine, en médecine générale, puisque c'est ceux que vous m'avez posé comme question dans les déserts médicaux, sont des femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 70%, au bout de 5 ans, 50% vont exercer leur médecine à temps partiel. Et sur ces 52%, au bout de 10 ans, 50% vont arrêter. Donc, même si on ouvre largement, on ne sait pas encore ces données-là à prendre en compte. Deuxièmement, on n'est pas sûr aujourd'hui, sans réformer le premier et le deuxième cycle, le troisième cycle des études médicales, parce qu'aujourd'hui on est en pleine réforme du 3e cycle des études médicales,
Vous voyez un peu, il y aura des choses à faire si je suis député au sein de la commission des affaires sociales, je m'y implorerai. Ça sera quelque chose. Et vous voulez justement faire partie de cette commission des affaires sociales. Ah oui, c'est la première chose que je ferai. Et donc le numerus clausus, c'est quelque chose de très compliqué. On peut pas dire comme ça d'un coup de baguette magique, comme le disent mes adversaires politiques. Bien sûr, il faut 10 ans de formation. Ils connaissent rien dans le sujet, voilà. C'est compliqué. Ça peut être une solution, mais pas que, parce qu'il va falloir trouver entre-temps des organisations médicales de territoire qui permettront justement d'éviter que la population française, enfin tarn-et-garonnaise, se retrouve face à ces déserts médicaux. Et notre information, c'est que, ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, 50% de la population française aujourd'hui se trouve à plus de 2 milliards d'un cabinet de consultation de médecine générale. Et ça c'est trop pour vous? C'est pas encore le cas en Tarn-et-Garonne, donc il faut pas en arriver là. On a parlé beaucoup donc de médecine, peut-être pourrions-nous parler un petit peu de l'agriculture, étant donné que notre département est un département relativement rural. Quels sont vos engagements justement que vous formulez auprès des agriculteurs tarn-et-garonnais? L'engagement que j'ai pris encore tout à l'heure, nous rentrons d'une belle promenade en campagne avec mes amis agriculteurs. Si je suis élu, dès le lendemain matin, je prends rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture, je rentre dans son bureau, je n'en ressortirai que lorsqu'il m'aura donné la solution pour intégrer les zones défavorisées du Tarn-et-Garonne. C'est une catastrophe. Certaines exploitations agricoles, si c'est appliqué à la lettre, sont au bord de la faillite. C'est moins de 15 à 20 000 euros par exploitation. Quand on connaît leur coût de production et le temps de travail qui passent ces gens, c'est trop limite. Donc il est impossible de passer autrement que de ne pas repasser par la réintégration de ces zones défavorisées. Ça, c'est la première action que je ferai. Après, il faudra travailler. Ce que veulent les agriculteurs aujourd'hui, ils veulent vivre de leur travail. Il faut qu'on puisse réévaluer au juste prix leur coût de production. Ce qu'ils préfèrent, c'est vendre, même s'il faut vendre 1 euro de plus leurs produits, plutôt que de bénéficier des aides de l'État. Ça, c'est important aussi. Après, il y a tout ce qui peut se régler au niveau de l'Europe. Je reviendrai plus tard. Également, donc vous êtes candidat, mais vous n'êtes pas seul, parce qu'également vous avez une suppléante. Donc c'est Madame Stéphanie Arakelian-Galland, qui est, si je ne me le trompe pas, donc membre de l'équipe départementale d'En Marche 82. Également, elle est manager au pôle projet d'une banque mutualiste. Qu'est-ce qu'elle apporte véritablement à votre candidature, cette personne? Beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Moi, j'étais très honoré qu'elle accepte, lorsque je l'ai proposé, de devenir ma suppléante, parce qu'en même temps d'accepter de devenir ma suppléante, c'était accepter de rentrer à l'équipe de campagne et venir avec nous sur le terrain. Elle y apporte toute sa connaissance du terrain, et pas uniquement dans son milieu professionnel, vous l'avez souligné. Après, elle a beaucoup de réseaux dans le monde agricole, dans le milieu rural, elle connaît beaucoup de personnes. Et ensuite, son dynamisme et son enthousiasme. C'est quelqu'un qui amène beaucoup de sang neuf dans l'équipe de campagne. À côté de ça, elle était au début d'histoire d'En Marche, de l'équipe d'En Marche 82, avec Annelise Maestre-Planck, la référente 82, et elle a beaucoup travaillé dès le départ, dès le début, pour mettre en place et créer des comités dans le département. Et ensuite, elle a une action majeure pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Et justement, dans cette équipe, il y a également Madame, donc, qui est avec nous aussi, c'est Madame donc Corinne Gambao. Gambao. Vous êtes donc spécialiste de tout ce qui est communication, si j'ai bien compris, au sein de l'équipe, d'accord. Quel rôle avez-vous concrètement pour ces élections législatives? Alors c'est un petit peu compliqué, puisque comme vous le savez, les investitures sont tombées assez tard, puisqu'elles sont tombées le 11 mai, et nous avions déjà pris la décision, enfin Pierre avait pris la décision de partir déjà longtemps avant. Déjà, vous étiez parti effectivement en campagne déjà 1 mois, 2, 3 mois avant Ah non, pas 2, 3 mois. Un peu plus. Non, beaucoup moins. Non. Un mois avant, disons, nous avons constitué l'équipe de campagne. Nous sommes organisés au cas où. C'est-à-dire pour être prêt, parce que vous savez, c'est un certain délai d'organisation, ne serait-ce que pour trouver un mandataire financier, pour l'ouverture d'un compte en banque. Enfin, c'est des choses que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec cette réglementation extrêmement stricte pour les campagnes électorales. Donc on s'est mis en place avant de se mettre en marche. Pardon. Et vous seriez allé jusqu'au bout, même si vous n'avez pas eu l'investiture en marche? Alors c'est une question qu'on m'a souvent posée. Ça dépend dans quelles conditions ça serait passé. C'est-à-dire que l'investiture d'En Marche, si la Commission nationale d'investiture avait investi quelqu'un dans le département qui aurait eu bien sûr le profil qu'il fallait, il n'y a aucun problème, je ne me serais pas présenté, c'était sûr. Donc je reviens vers vous, excusez-moi madame. Est-ce que vous pouvez nous préciser donc voilà le rôle
que vous avez donc dans cette équipe, parce que bon, il ne faut pas nier qu'au sein des campagnes politiques, bien entendu, il y a une équipe qui se forme autour du candidat afin de le conseiller, etc. Quel est votre rôle concret ? Il y a eu une grosse réflexion au départ sur la communication qu'on allait choisir, puisque quand il a décidé, même si il adhérait pleinement au projet Macron, comme nous d'ailleurs, donc sur le plan de la programmatique nationale, comment on savait qu'il fallait partir, puisqu'il avait un déficit de notoriété qu'il fallait combler. Donc c'est une problématique en communication, c'est pas évident. Donc nous avons travaillé à l'élaboration d'un projet et nous avons évidemment mis en place, donc il y a eu un site internet, une page Facebook, déjà quelques éléments, quelques supports de communication au départ. Et puis quand l'investiture est tombée, là il a fallu du coup changer la communication, puisque sont arrivés des outils République en marche. Ils nous ont mis à disposition ce qu'on appelle un hub, où nous avons eu accès donc à les affiches étaient préformatées avec la photo du président. Les candidats ont été pris en photo aussi quand ils sont allés lors de leur réunion post-investiture Quai Branly. Donc il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments qui sont arrivés. Donc il a fallu du coup au niveau des trouver une permanence également. Oui. Alors ça on l'avait fait. Franklin Roosevelt, juste avant. Ouais, juste avant. Ouais. Place Franklin Roosevelt, oui. Ouais. Franklin Roosevelt, place de la cathédrale. Et vous avez du coup des diplômes en communication ou, oui, je suis diplômée d'une école de commerce et donc en ce sens-là, j'avais. Alors dans la vie, je vends du vin, puisque dans l'équipe, nous avons tous des professions. Voilà, nous avons tous une vie professionnelle. Ils sont issus de la. Comment on dit, de la société civile, pardon. Voilà. Et donc voilà, j'ai toujours eu une sensibilité au marketing et à la communication. Et j'ai surtout vécu de nombreuses campagnes électorales et j'ai pensé que ça pourrait être utile. Vous vouliez réagir du coup, Pierre Mardegan ? Rajouter et dire deux mots sur la composition de l'équipe de campagne. Corinne vient de le dire à l'instant, nous sommes tous issus de la société civile, pas de mandat politique. Le point commun que j'avais souhaité à tout prix lorsqu'on a constitué cette équipe, c'est des gens gentils. C'est-à-dire, je leur ai annoncé, on va nous taper dessus, on répondra pas. On répondra pas parce qu'on est là pour proposer un projet au Tarn-et-Garonnais et leur dire justement qu'on est différent. On va nous cogner dessus, vous l'avez vu au débat de France 3, bon, ça continue, ça s'arrêtera pas avec ces personnalités-là, il faut bien le comprendre. Et deuxièmement, d'avoir de l'humour. Parce que c'est important, parce qu'une campagne comme ça, qui pour nous est extrêmement courte, donc dense, avec des journées qui sont parfois des nuits aussi, il fallait qu'il y ait tout ça derrière. Et cette greffe a prise parce qu'on ne se connaissait pas tous vraiment avec ces différentes personnalités qui sont fortes. Et on a aussi associé des étudiants avec nous, étudiants en droit, étudiants en médecine, mais du Tarn-et-Garonne, ce sont. Donc ça apporte ce côté jeune, ce côté community manager sur les réseaux sociaux. On n'est pas des pros, mais ils le font très bien. Donc voilà, tout se passe bien. Quelle que soit l'issue de la campagne, on est en train de vivre une très belle aventure. D'ailleurs, je leur ai dit, le jour où on a eu l'investiture, je dis bien on, tous ensemble, ça ne sera plus que de bons souvenirs, aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Et c'est une équipe qui est composée de combien de personnes en tout ? 9 personnes. 9 personnes, d'accord. 9 personnes. Également des avocats, ce que j'ai cru voir. Un avocat. Donc Jean-Loup Lévy. Oui, Jean-Loup Lévy, Jean-Charles Bordary, ensuite Florian Savignac, dont je parlais à l'instant, qui est notre milieu médical, vous le connaissez ? Non, mais j'ai cru comprendre. Corinne Verchenon, dont tu commençais par les filles, Françoise Castro. Et Jean Pumetto. Et Françoise, ouais. Et Françoise, et qui j'oublie, parce qu'on a fait un peu, on oublie toujours quelqu'un quand on cite comme ça tout le monde. Et Jean-Pierre Le Seul, notre machine de guerre, le directeur de campagne. Monsieur Carrivin, vous. Bien sûr, j'oublie aussi Stéphanie, dont vous avez parlé, ma suppléante tout à l'heure, bien sûr. Et Damien. Audouy. Alors, monsieur Mardegan. Voilà, équipe au complet. Donc nous arrivons bientôt au terme de cette émission, puisque vous m'avez dit que vous étiez assez pressé. Donc, non, j'ai tout le temps pour... Bon, ça va alors, c'est gentil. Bertrand Segre a rappelé votre CV professionnel et politique. Moi, ce que j'aimerais bien connaître, c'est monsieur Mardegan, l'homme. Qui êtes-vous exactement ? Alors, faire en deux mots mon portrait. J'ai 59 ans. Je suis père de 3 enfants qui ont 27 ans pour l'aîné et 22 ans bientôt pour les jumeaux. Ce sont des jumeaux, 3 garçons. Je suis né à Toulouse. J'ai fait mes études de médecine à Toulouse. Et lorsque j'ai fini mes études de médecine à Toulouse, le professeur Louis Larrain, qui était notre patron dans la médecine d'urgence et la réanimation, avait pour habitude de dire si tu peux pas rester professeur au CHU, c'est bien d'être patron dans un service en périphérie. Et donc il m'a proposé l'hôpital de Montauban ou l'hôpital de Tarbes. J'ai choisi l'hôpital de Montauban. Je suis bien content de l'avoir choisi puisque j'y suis maintenant depuis plus de 25 ans.
Ensuite, sur le plan professionnel, c'est ça. Je dirige le service des urgences et du SAMU de Montauban depuis 20 ans maintenant, et de Moissac, puisque c'est un service d'urgence, c'était une équipe commune qui travaillait sur les deux sites. Lorsqu'on a mis ça en place en 2000, d'ailleurs, c'était quelque chose d'assez original. Ça avait permis de nous faire remarquer au niveau national, puisqu'on a fait pas mal de publications dans le domaine pour montrer qu'une équipe unique d'urgentistes proposait de meilleures prises en charge en termes de stratégie d'orientation, on donnait plus de chance aux malades. C'est un peu compliqué, mais ça nous a fait remarquer au niveau national, et c'est là qu'on m'avait sollicité pour être le chargé de mission d'accompagnement du plan urgence de 2004 à 2007, où là où je vous ai dit tout à l'heure que je travaillais moitié-moitié entre Paris et Montauban. Ça, c'était la première partie de mon métier, que je fais avec beaucoup de passion. C'est un métier qui prend beaucoup de temps, travailler le jour, la nuit, les week-ends. Et l'homme, si vous voulez, pour répondre à votre question, c'est celui qui a l'habitude de se pencher sur les plus faibles, les plus démunis, les gens, les blessés de la vie, au sens propre, au sens physique, comme au sens psychique. Et c'est peut-être ça aussi qui, au bout d'un moment, m'a donné envie d'y aller, en politique. Pour se dire, des fois il faut prendre les manettes au lieu de dire il n'y a qu'à Faucon, mais tentons le coup. C'est pas facile une campagne électorale, pas facile de dire on y va. J'ai vu ce que c'était pour la campagne. Et à quel moment ça a germé dans votre idée de dire tiens, je vais y aller justement, je vais me lancer en politique? Lorsque j'ai vu que pour le projet Nouvel Hôpital, personne ne s'en occupait sérieusement. Parce que c'était pas. Voilà. C'était en quelle année ça exactement? 2015, on a commencé à travailler en 2015, oui. D'accord. Il n'y a pas encore, si vous voulez, de projet politique pour moi. Puis, j'avais le sentiment que devant un projet comme ça d'intérêt général, il ne pouvait pas y avoir d'opposition. Il ne pouvait y avoir qu'une cooptation, c'est-à-dire une véritable collusion de tous les élus, quel que soit leur statut, que ce soit des maires, que ce soit des conseillers départementaux, et qu'on aille vers une amélioration de la qualité des soins. Parce que quand on interroge les Français, ils sont préoccupés quand même par leur système de santé. Quand on voit ce que proposait le projet Fillon en termes de réorganisation avec la suppression de 500 emplois dans la fonction publique, c'était désosser l'hôpital. 500 000. Ouais, moins 120 000 postes en fonction hospitalière, il faut aller dans les hôpitaux pour savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau des personnels soignants. Par contre, Emmanuel Macron, c'est 120 000 qui postes, donc peut-être que ça touchera... Dans la fonction publique, donc pas les hôpitaux. Ça touchera pas les hôpitaux. J'y veillerai. On n'est pas d'accord sur tout. On a discuté d'ailleurs tous les deux quand on s'est vus, et il a bien aimé qu'on discute de façon très ouverte, et c'est quelqu'un qui est capable d'entendre des choses pour lesquelles il avait pris une position, il est parfaitement d'accord pour écouter. Si on a des arguments à mettre sur la table, c'est... Quand on programme le doublement des maisons de santé pluridisciplinaires en 5 ans, il faut y mettre des médecins dedans. Donc il y a plein d'alternatives avec des coopérations ville-hôpital qu'il faudra mettre en place avant que les médecins formés arrivent sur le marché, entre guillemets, de la médecine générale. Donc tout ça, il est capable d'entendre. Oui. Alors, est-ce que vous êtes en phase avec Patrick Pelloux, qui est urgentiste comme vous? Qu'est-ce que vous entendez par en phase? Par rapport Parce que sur le plan politique, il est plutôt avec M. Hollande et moi pas. Voilà, politiquement aussi. Non, politiquement, on n'est pas en phase. Non, on n'est pas du tout en phase. Qu'est-ce que c'est que vous lui reprochez? Parce qu'il est assez quand même percutant dans ces... mais je lui reproche... non, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne reproche absolument rien à Patrick Pelloux. Vous me dites si nous sommes en phase sur le plan politique. Je dis non, ça serait dire le contraire, parce qu'il était très proche de François Hollande, pas moi. Enfin, moi que ça vous échappait, j'étais pas proche de François Hollande. C'était plutôt le contraire. Après, non, nous ne sommes pas opposés. Nous devons beaucoup de choses à Patrick Pelloux. Le plan urgence dont je parlais tout à l'heure, ce qui se passe en 2003, ça fait un peu vieux, pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu ancien, mais c'est la canicule. Et si le plan urgence est mis en place, c'est parce que Patrick Pelloux a su dénoncer à ce moment-là les défaillances du système hospitalier dans le domaine des urgences hospitalières et pas hospitalières. Donc au contraire, Patrick Pelloux a apporté beaucoup à la médecine d'urgence. Et il continue à apporter beaucoup. Après, sur le plan politique, on n'a pas les mêmes analyses. Voilà. Mais non, sur le plan de la profession, oui, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup, qui travaille au SAMU de Paris, on se connaît bien. Oui. Sur le plan médiatique, il est également assez connu, d'ailleurs on l'a connu avec... Très fort. Et également, après les attentats de Charlie Hebdo notamment. Où... Il était quasiment directement impliqué. Oui. Ce qui s'est passé dans cela. Il est intervenu d'ailleurs, je crois. Mais ils étaient à quelques mètres, quelques centaines de mètres de Charlie Hebdo. Il y a eu une réunion qui regroupait les spécialistes, les représentants nationaux des SAMU et des sapeurs-pompiers, où ils travaillaient justement sur la convention de partenariat entre sapeurs-pompiers et SAMU. Il était au titre de l'association qu'il préside. Et donc ils étaient à quelques centaines de mètres le jour où ça s'est passé. C'est un drame épouvantable qu'a traversé Patrick Pelloux. Et il a un courage extraordinaire parce que reprendre derrière, après ce qu'il a vécu en tant que victime, et ses propres amis avec qui il travaille tous les jours. Non, c'est quelqu'un qu'on admire tous. Alors, au cours de cet entretien, vous avez souligné à plusieurs fois que vous êtes novice en politique. Oui. Pourquoi avoir choisi l'UDI? Parce que c'est ma famille de rattachement, c'est là où je me retrouve avec les valeurs du centre. Je suis convaincu aujourd'hui que la France a besoin d'un vrai courant centriste.
Et Emmanuel Macron va le montrer, il l'a déjà prouvé, je crois, on va continuer à aller dans cet axe-là. Je pense que la France est profondément ancrée au centre. Et je me retrouvais bien, moi, au niveau de l'UDI, avec les centristes. Et puis après, les alliances électorales, législatives, ne m'ont pas convenu. C'est-à-dire que l'UDI soit en soutien du programme Fillon à la primaire, après l'échec d'Alain Juppé à la primaire, ne me convenait pas, donc j'ai repris mon indépendance à ce moment-là. D'accord, vous avez quitté le parti ou... Non, j'ai toujours UDI. D'ailleurs, quand vous accueillez En Marche, avec votre étiquette d'origine, comme les Républicains ont rejoint l'équipe d'En Marche. Alors, autre question aussi, vous avez prononcé le mot traître. On l'a aussi accusé à Thierry Deville, donc, puisqu'il a changé, lui, d'étiquette. Il est passé donc du parti de Berger, au parti des Républicains. Vous, et notamment la presse, vous a pas épargné à une ça époque. Vous a pas échappé non plus. Hein, donc, qu'est-ce que vous avez à répondre? Ça va mieux pour l'instant, ça va mieux. Qu'est-ce que j'ai à répondre, pardon, parce que Qu'est-ce que vous avez à répondre, si vous voulez, quand on vous accuse de traîtrise par rapport à Madame Barège? Alors, je vais vous répondre clairement. D'une part, ma cohérence politique n'a jamais changé. Centriste UDI, centre droit. À partir du moment où il n'y avait pas de candidat à la présidentielle représentant le centre droit, je me sentais obligé à rien. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne sais plus maintenant, le candidat qui pour moi était le plus centre compatible était Alain Juppé. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Je me suis retourné, comme beaucoup d'amis centristes, vers la famille d'Emmanuel Macron En Marche, où là nous avons retrouvé nos valeurs. Et au moins dans une partie du projet politique d'Emmanuel Macron, c'était tout ce qui était santé, société, assurance maladie. Pour moi, il n'y avait pas photo. Et si ça avait été Alain Juppé, vous auriez soutenu du coup Alain Juppé au détriment d'Emmanuel Macron? Sur les deux projets politiques, ça aurait été projet politique contre projet politique. Ça aurait été différent. Bien sûr. Et après, votre deuxième partie de question, c'était oui par rapport à Brigitte Barège. Oui. Alors, on m'a reproché d'avoir trahi Brigitte Barège. Brigitte Barège fait courir cette rumeur. Je la laisse faire, c'est là que ça à me reprocher, c'est tant pis pour elle. Je la plains même. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non à un moment donné important du conseil départemental. C'est-à-dire que c'est un secret pour personne aujourd'hui. Christian Astruc a été malade pendant l'été 2015. Je ne connaissais pas Christian Astruc, c'est elle-même qui me l'a présenté comme l'homme providentiel, lorsque nous sommes présentés ensemble en binôme, comme futur président du conseil départemental. Je ne le connaissais pas. 6 mois après, alors que cet homme était en convalescence, les choses n'allaient pas assez vite, elle voulait déboulonner le président. Et vous étiez en congé à ce moment-là, en vacances Vous savez tout. Oui, je sais tout. Vous savez tout. C'est un vrai journaliste, alors. On sait tout à Radio Asso. On sait tout à Radio Association. Oui, c'est à mon retour que j'ai pris en charge l'état de santé du président Astruc, et nous sommes devenus après... Enfin, pour bien comprendre, monsieur, répondre à votre question, c'est que je me suis opposé pour 4 raisons à cette décision-là, cette opération que je qualifierais de poupouche, parce qu'il fallait déboulonner le président qu'on avait présenté et élu 6 mois auparavant quand même. Un rappel dans le calendrier, c'était à 10 jours du massacre du Bataclan. C'était le 30 novembre 2015. Et je pense que les Français avaient autre chose en tête que d'entendre les Tarn-et-Garonnais des caprices de stars politiques, parce que les choses ne vont pas assez vite, il faut déboulonner un président qu'on a mis en place. Première réponse. Deuxième réponse, j'ai été formé à la faculté de médecine de la République, qui m'a appris à soigner, à guérir les gens, parfois, souvent, j'espère, mais surtout pas leur pourrir la vie. Quatrièmement, je suis contre les mises à mort en public. C'est ce qui allait se passer, puisque c'était un réquisitoire implacable que Mme Barège a réalisé ce jour-là pour faire démissionner Christian Astruc. Pour ces 4 raisons, je me suis exprimé auprès de mes amis, de la même famille politique. Nous étions 18 à l'époque. 19. Ils m'ont suivi. Donc, s'il y a eu trahison, c'est 16 qui ont trahi. Pas 1. Je ne les ai pas menacés pour qu'ils me suivent. Je suis le plus novice en politique de ce groupe-là. Donc, permettez-moi d'appuyer là-dessus, parce que Mme Barège, à la suite de cet événement-là, s'est retrouvée à la tête d'un groupe de 3 et moi de 16. Donc, s'il y a eu trahison, ce sont des élus qui ont dit non à ces manœuvres-là. Tournons la page. Et c'est pour ça que je vous dis que nous faisons du Macron sans le savoir depuis 1 an et demi, puisque ce sont des gens de sensibilité politique différentes, et on arrive à travailler dans le sens de l'intérêt général. Voilà cette trahison dont on me parle depuis maintenant que je me suis déclaré aux élections législatives. Parce que ce jour-là, effectivement, il y a une rupture qui s'est produite, parce que Mme Barège ne supporte pas qu'on lui dise non. Mais moi, je peux me permettre de lui dire non, parce que je ne suis pas son subordonné. Je suis complètement indépendant. Je suis un homme politique libre. Vos précisions étaient importantes. Merci. Puisqu'on ne les a jamais entendues, sauf erreur de ma part.
Si. Dans une vidéo, vous aviez dit ça. Si. Quand on me pose la question, je réponds. Si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'il faut se tourner résolument vers l'avenir. Bon, si vous m'avez posé la question, je vous réponds et vos auditeurs, comme ça, sauront la vérité, ce qui s'est passé le 30 novembre. Mais puis, c'était public, quand même. Je veux dire que ceux qui ont voulu bien voir et se donner la peine. Pardon d'insister là-dessus, mais parfois en politique, il faut être curieux. Quand il y a une rumeur qui court, moi, par expérience, je me dis, je vais voir ce qui se passe et j'écoute les deux trucs. C'est ce que vous devez faire tous, je crois. Je me suis jamais fâché avec personne de ma vie. Je n'ai jamais trahi personne. Donc, facile de rejeter la faute sur les autres. Aujourd'hui, je pense que je les inquiète quand même, pour qu'ils me cognent dessus les uns et les autres, c'est que je dois les inquiéter. Pourtant, je suis le plus novice en politique, le challenger. Mais des fois, l'ordre s'inverse. Le challenger peut être vainqueur. Ça peut arriver. Alors, dans vos meetings, que vous demandent les gens? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Des changements, et ceux dont on vient de parler à l'instant, ils en ont marre. Ils en ont marre, c'est guerre entre des tensions, entre les personnalités politiques d'un département, il faut que ça cesse. Et aujourd'hui, ils se disent peut-être que si on arrive à créer l'unité, c'est le socle indispensable pour que ce département retrouve un rayonnement. Tant qu'il y aura ces tensions politiques entre les uns et les autres, on n'y arrivera pas. Pour ça, il faut que des hommes ou des femmes qui n'aient pas peur de prendre des coups. Moi, je le cuir tanné, ils peuvent cogner, ça fait rien. Mais d'ailleurs, ce que je dis à l'équipe de campagne ne répond pas. Ils se régalent sur les réseaux sociaux, c'est leur dada, ils cognent sur Pierre Mardegan, pas grave. Après, ce discours que je tiens, moi, lorsque je suis en meeting, c'est ça. Tout ce que nous proposons, c'est ça. Notre projet politique, notre programmatique politique pour Tarn-et-Garonne, c'est ça. Voilà, on vous accompagnera. Mais on va laisser les intérêts personnels de côté. Alors, question qu'on a posée à tous les autres candidats, que ce soit M. Thierry Vialon, Thierry Deville, Mme Rabot. Si vous êtes au second tour, est-ce que vous êtes d'accord pour débattre avec l'un des candidats qui sera aussi sélectionné? Ici, à Radio Asso, je parle. Avec plaisir. Bon, tellement bien accueilli. C'est pas Alors, je m'adresse aussi donc à la responsable du mouvement En Marche. Que va devenir ce mouvement en Tarn-et-Garonne? On a reçu plusieurs fois Annelise Maestre-Planck ici. Oui, c'est pour Madame Gombao Virchenot. Oui, voilà, je ne suis pas responsable du mouvement En Marche. Mais vous faites partie du mouvement. Oui, tout à fait, je suis adhérente. Écoutez, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que Annelise suit de près notre campagne, que dans l'équipe, dans le cœur de l'équipe, nous avons Stéphanie Araquelian-Galan donc, et Damien, qui sont tous les deux dans le bureau d'En Marche, et nous sommes en contact aussi avec d'autres membres du bureau. Il y a aussi Joël Moitié qui nous suit de près, qui sont vraiment là au meeting, qui sont très présents, et je parle pas de tout le reste. On a toute la famille En Marche avec nous, qui nous aide à tracter, à coller les affiches. C'est Thomas, Emeline, Justine, Patrick, Jean-Louis, Michel, ils sont vraiment très présents. Et on essaie de... Voilà, maintenant c'est devenu une grande famille derrière Pierre Mardegan. Je sais pas ce que va devenir le mouvement par la suite. En tout cas, pour l'instant, nous sommes ensemble. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas une déception par rapport à la deuxième circonscription que vous n'ayez pas un candidat ou une candidate? Un mot sur ce que vient de dire Corinne. Oui. Nous espérons justement, au lendemain du deuxième tour de législative, c'est-à-dire le 18 juin au soir, on va appeler tous à nous rejoindre. Que ce soit la sensibilité de gauche, où il y a des courants, des tensions entre les différentes sensibilités que l'on connaît depuis très longtemps, qui nous rejoignent aussi. C'est pareil pour les Républicains, c'est pareil pour la majorité municipale qui aujourd'hui ne s'y retrouve pas. S'ils veulent venir vers nous, ils seront les bienvenus. Et même aux électeurs du Front National. On est prêt à ouvrir largement aujourd'hui ce mouvement qui est tourné vers le changement, vers de nouvelles politiques, un nouveau cap. Quelque chose d'assez unique se passe quand même dans l'histoire politique de ce pays. Hein. C'est assez extraordinaire. Ce serait dommage de rater cet élan. Il y a un vrai enthousiasme et une vraie espérance en tout cas. Alors je repose ma question. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas déçu qu'il n'y ait pas un candidat dans la deuxième circonscription? Alors moi j'habite la seconde circonscription, donc effectivement je ne pourrais répondre qu'à titre personnel, mais oui bien sûr, moi je suis très déçue. Je pense que justement l'espoir que porte En Marche aurait dû justement, puisque l'idée c'est d'être un peu anti-système, être au-delà des partis clivants et des appareils politiques qu'on a connus dans le passé. Donc justement j'aurais trouvé cohérent d'investir un candidat En Marche sur la seconde circonscription. Vous pensez que c'est la politique qui a repris ses droits? Je pense que la fin justifie les moyens, donc je pense qu'ils ont vu d'autres enjeux sûrement. Bon, moi je vois pas les mêmes, mais en étant sur le terrain, en habitant sur cette circonscription, voilà. Une autre Après, question. c'est difficile pour nous, si vous voulez, parce que je crois qu'il y a des accords nationaux qui sont passés, on peut pas promettre le grand soir. Je ne peux parler qu'à titre personnel. Voilà. J'ai compris. Non, c'est une question qui je crois fait partie des états-majors politiques.
qui est difficile pour nous sur le terrain. Voilà, nous aujourd'hui, nous sommes centrés sur la Circo 1. Je suis le candidat investi par En Marche et c'est avec beaucoup de fierté et de responsabilité que j'ai pris cette investiture. D'autres l'auraient mérité, ont été tout aussi légitimes que moi. C'est moi qui ai eu la chance d'être choisi. Et donc on va amener toute l'équipe d'En Marche avec nous et tous ceux qui voudront nous rejoindre, je le répète, vers la victoire parce qu'on va gagner le 18 juin prochain. Alors, autre dernière question qui me vient en mémoire, c'est la réserve parlementaire. Oui. Bertrand a parlé de la moralité, cette loi sur la moralité, et notamment la disparition de la réserve parlementaire. Quelle est votre position là-dessus? Parce que c'est vrai que effectivement, le projet de loi proposé par le garde des Sceaux prévoit justement la suppression de la réserve parlementaire pour les députés, qui est à hauteur de 130 000 euros à peu près par an, précisé. Oui, c'est quelque chose. Je connais bien François Bayrou, pour en avoir parlé plusieurs fois avec lui, et c'est quelque chose qu'il avait derrière l'oreille depuis un petit moment. Il était convaincu que dans la période électorale, parfois, la réserve parlementaire n'était pas, je dirais, répartie avec la plus fine analyse possible. Voilà. Ça, je ne suis personne. Je veux dire, c'est pas propre au Tarn-et-Garonne, c'est au niveau national, bien sûr. Et je crois que c'est pour éviter ça. Pour éviter ça, il y a des commissions qui travaillent au niveau de l'Assemblée nationale, des dossiers qui sont analysés au niveau de l'Assemblée nationale et qui pourront après être identifiés comme prioritaires pour pouvoir bénéficier de subventions. On fait un peu la même chose, hein, plus petite échelle, au niveau du conseil départemental, où lorsqu'on a des commissions qui analysent, nous en commission permanente, on a le diagnostic de la commission qui a été fait pour telle subvention, qu'elle soit pour une commune, qu'elle soit pour une association, qu'elle soit sportive ou d'autres ou culturelle, et on essaie avec des éléments de grille d'analyse le plus objectif possible, dire on va donner à telle association pour éviter ce qu'on appelle souvent dans le jargon politique, que j'ai découvert depuis peu, le clientélisme politique. Et peut-être que derrière l'idée de ce projet de modernisation, de moralisation de la vie politique que propose François Bayrou, il y a ça. Mais je ne peux pas me prononcer pour le ministre des Sceaux. Alors, question intéressante. Pourquoi le département n'aide pas les radios associatives comme nous? Ça a été tout le temps refusé. Enfin, pas sous votre mandat, puisqu'on ne l'a pas fait, mais précédemment, c'était refusé systématiquement. Alors, je ne peux pas vous répondre pour nos prédécesseurs, mais soumettez-nous la question, on en discutera. Je viens de vous parler à l'instant de commission. C'est pour ça que je vous d'analyse des dossiers, mais ça sera le bienvenu, oui, bien sûr. Entendu. Alors, est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter, à dire? Quels sont vos prochains meetings? Ah oui, on va faire de la com, de la promo. Oui. Alors, le prochain meeting, c'est à Nègrepelisse, dans la salle des fêtes de Nègrepelisse. Venez nombreux, parce que c'est le dernier meeting avant le premier tour. Ça va être le Zénith dans le Tarn-et-Garonne, quoi. Il y aura 5000 personnes, je pense. Donc c'est jeudi soir à 19h. Réservez votre place parce qu'on va refuser du monde sinon. C'est jeudi soir à 19h. Vous avez du monde qui vient dans les meetings? Ah oui, on est assez content, oui. Ouais. Même surpris parfois, agréablement, bien sûr. Non, venez nombreux. Bertrand? Mais il ne nous reste plus qu'à vous remercier en tout cas, vous Pierre Mardegan et vous également madame, d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'était un plaisir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Vous étiez sur Radio Association, dans l'émission Libre Expression, en compagnie de Serge Carivin et de Bertrand Sergue, de monsieur Pierre Mardegan, qui est en liste pour la candidature à la députation, et puis madame Corinne Gombao-Virchenot, qui est chargée de communication de monsieur Mardegan. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, restez bien fidèles à Radio Asso, la radio qu'il vous faut sur les 100.7.